Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, quelle souveraineté à l'ère du marché? On en parle avec notre invité, le philosophe Dominique Bourg, auteur de Le marché contre l'humanité aux presses universitaires de France. Professeur honoraire de l'Université de Lausanne, directeur de la revue en ligne La Pensée écologique. Après l'âge de la transition et après une nouvelle terre pour une autre relation au monde, il publie aujourd'hui Le marché contre l'humanité au PUF toujours. Bonjour à vous Dominique Bourg. Bonjour. Pour vous, la frontière qui a longtemps séparé l'État et le marché n'est plus étanche aujourd'hui. Et on commence à le voir. De l'eau commence à perler. Quelle souveraineté perdue? Comment nous expliquer ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec l'avancée du marché? Eh bien, je crois que pour le comprendre, il est quand même nécessaire de se replacer dans le temps long et de se souvenir que finalement, on a connu une période, en gros qui irait de la réforme grégorienne lorsque l'Église s'est restructurée, lorsqu'elle a imposé son pouvoir au reste de la société, 11e-12e siècle, jusqu'au traité de Westphalie, milieu du XVIIe. Là, on a un régime très clairement à double souveraineté. C'est-à-dire d'un côté, on a des États laïques, avec chaque fois un périmètre territorial circonscrit, et on a une Église catholique qui décide de ce qui est le plus important aux yeux de tous les ressortissants des différents territoires, à savoir leur salut. Elle en décide les modalités, etc. À l'intérieur de chacun de ces pays, la grande partie, enfin l'écrasante majorité des élites appartiennent au clergé. Les monastères ont des fortunes considérables et captent une grande partie des finances. Et là, vous voyez bien que l'Église joue un rôle extrêmement important dans la mise en forme des sociétés, sur plein de niveaux. Les États essaient de résister. Par exemple, ils vont instaurer le système de la commande, c'est-à-dire on va mettre un noble à la tête d'une abbaye, mais il n'y viendra jamais, il n'y met pas les pieds, mais il en siphonne les revenus. Vous avez Philippe le Bel qui a essayé de détruire l'ordre des Templiers, qui s'en est pris à l'évêque de Troyes, donc indirectement au pape. Enfin, les États laïcs résistent. Ce qu'on connaît depuis la fin des années 70 du siècle dernier, c'est très différent. Cette fois-ci, ce sont des États qui ont organisé, par adhésion à une idéologie, à une pensée, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui ont organisé leur dessaisie, leur réduction. Ça a été totalement volontaire. Bon, ça commence par Thatcher, ensuite l'arrivée au pouvoir de Reagan. En fait, ça va s'imposer une grande partie de la Terre, c'est le fameux consensus de Washington. Et là, aujourd'hui, vous n'avez pas des États qui résistent. D'ailleurs, je vous donne une simple preuve. Quand vous appartenez à un cabinet, vous y restez peu de temps. L'essentiel, c'est de remplir un carnet d'adresses et puis ensuite, vous allez vendre ce carnet d'adresses dans le privé. L'exemple le plus criant, c'est lorsque M. Barroso, qui avait été longtemps président de la Commission européenne, est allé travailler chez Goldman Sachs, alors même que Goldman Sachs avait grugé l'Union européenne, la Commission, et avait grugé la Grèce. Donc voilà, on est dans un système très très particulier où en fait, du coup, si vous voulez, les États n'ont plus barre sur les flux sur leur territoire. Ils ne sont pas capables de rééquilibrer la richesse, la distribution de la richesse sur leur territoire. Ils se sont placés les uns les autres dans des concurrences de fiscalité. Et on a effectivement à la fois une explosion des inégalités, une expansion de la pauvreté. Et sur le plan de l'environnement, c'est presque un gag. Si vous prenez la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée par les États en 92, ratifiée ensuite par les parlements, il est clair qu'on veut bien s'occuper du climat, mais à une condition de ne pas entraver le commerce international. Alors le commerce international tel qu'il est conçu, c'est une pompe à flux de matière et flux d'énergie. Donc c'est une des causes majeur du changement climatique. Ce qui fait que depuis 30 ans qu'on a signé ce texte, comme vous le savez, les émissions croient entre 1,5 et 2% par an depuis. Le marché contre l'humanité, c'est aussi le marché avec les États, mais contre notre souveraineté, tel que vous l'imaginez, Dominique Bourg. Et c'est un scénario assez noir que vous envisagez, Alain Damasio, l'auteur de Les Furtifs, qui décrit un monde où de grands groupes privés auraient racheté des villes. Heureusement, ce n'est que de la science-fiction, où toute ressemblance avec la réalité doit rester fortuite, à moins que... Écoutez.
Et si les hôpitaux publics en difficulté étaient privatisés? Paris est racheté par LVMH parce que c'est la ville du luxe. L'État français est en passe de céder l'un de ses bijoux de famille, la Française des Jeux. Cannes est racheté par la Warner parce que c'est la ville du cinéma. Cette loi qui autorise le gouvernement à privatiser ADP. Je pousse ce que le néolibéralisme est en train de faire aujourd'hui dans nos villes notamment. Dans les villes par exemple comme Caen, il y a eu 200 panneaux publicitaires qui s'installent sur les trottoirs. Qui sont saturés de capteurs dans les poteaux, dans les poubelles. On peut observer des signes de privatisation dans le service public et donc dans l'école. Vous avez aimé l'épisode Vente de nos autoroutes? Et j'imagine que les villes tout simplement tombent en faillite parce qu'elles empruntent sur le marché bancaire. Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'Aéroports de Paris? Les villes, en fait, les plus intéressantes sont rachetées par des multinationales. Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques. Et dans ces mondes-là, comme le libéralisme ne veut jamais faire payer d'impôts, ce qu'il fait, c'est qu'il fait payer des forfaits. Donc il y a un forfait standard, premium, privilège. Et si vous êtes standard, vous avez accès qu'à 50% des rues de la ville, des avenues, des squares, des parcs, donc vous allez dans des squares bondés. Et si vous êtes privilège, vous avez accès à 100%, et du coup vous passez par les endroits que personne n'emprunte, vous avez des parcs assez libres pour vos enfants. Donc c'est pour montrer voilà, cette privatisation de l'espace. C'est une concession, c'est pas une privatisation. Voilà, quand la fiction racontée par le romancier à l'instant Alain Damasio s'imbrique avec la réalité, avec l'actualité, un rapprochement assez juste imaginé par notre réalisateur Clément Nouguier, Dominique Bourg. Il possède la technologie. Notre dépendance à l'égard des GAFA serait en train de s'accroître aussi insidieusement, fragilisant la notion même de service public. Il y a une sorte de privatisation rampante. Ça, c'est très clair, c'est dans la logique des choses. Le scénario donc décrit dans Les Furtifs par Alain Damasio, c'est simplement la marche d'escalier suivante. Et comme le montre bien ce petit extrait, là on a mélangé fiction et réalité, ça colle très bien ensemble. On voit bien que la réalité annonce déjà en quelque sorte la fiction. Mais il y a d'une certaine manière beaucoup plus grave, si vous voulez. Si vous prenez par exemple, une démocratie, ça supposait d'une part qu'un État puisse avoir une certaine maîtrise sur son territoire de telle sorte que la richesse ne puisse pas aller ailleurs, de telle sorte qu'on puisse rééquilibrer les jeux entre riches et pauvres. Par exemple, lorsqu'en France, dans les années 20, des gouvernements de droite ont décidé de supprimer les rentiers, évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument impossible. De même, ils n'ont plus aucune maîtrise sur leur flux de matière et leur flux d'énergie. Par exemple, quand les États, de façon tout à fait hypocrite, disent on s'engage pour le changement climatique, mais en fait, ils ne s'engagent que pour les émissions directes produites sur un territoire. Or, pour un Français, si vous voulez, ce qu'on va émettre en direct, c'est en gros 6 tonnes. Et en fait, l'empreinte carbone de chaque Français, c'est au moins 15 tonnes. Si vous regardez un Scandinave ou un Suisse, on est pratiquement à 20. Donc c'est 4 fois plus. Donc on voit bien qu'ils n'ont plus la maîtrise sur grand-chose. La maîtrise qu'il leur reste, c'est celle de la police. Et là, pour le coup, ils en abusent, mais en quelque sorte, dans un autre sort. Donc ça, c'est la logique totale dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire effectivement le passage à la souveraineté ailleurs. Mais ce qui est très important aussi, c'est de rappeler, c'est comment, si vous voulez, les GAFA indirectement ont sapé les conditions de possibilité d'une démocratie. Pour que vous ayez une démocratie, eh bien il faut que lorsque les gens votent, ils se déterminent sur la même réalité. Autrefois, par exemple, alors je ne vais pas dire que c'était forcément génial non plus sur la qualité, mais vous aviez 14 millions de spectateurs français qui regardaient le 20h de TF1. Vous en avez à peu près 10 fois moins. Et si vous remontez encore plus loin, il est clair que, si vous voulez, chacun habitait dans le même pays, sur la même planète, et avec la presse écrite, avec la radio, avec les lectures, on pouvait approfondir ce paysage initial, avoir un angle critique, etc., par rapport à lui. Mais on était sur la même planète. Aujourd'hui, imaginez aux États-Unis quelqu'un qui regarde Fox News et quelqu'un qui regarde CNN. Je suis désolé, ils ne sont plus sur la même planète. Et un article du Monde nous rappelait récemment qu'il y avait au Brésil 7% de la population de platistes, de gens qui pensent que la Terre est plate. Et c'est assez facile à comprendre pour 2 raisons. Si vous regardez comment fonctionne un moteur de recherche comme celui de Google, en fait, il va tenir compte de 2 mots. Le 3e, ça devient difficile. Et il va vous chercher toutes les occurrences où vous trouvez ces 2 mots. Donc effectivement, ça donne des centaines de millions de pages. Donc elles vont être classées par popularité. Donc déjà, vous avez une machine à faire du même.
Et ensuite, le même, il se sous-organise. C'est-à-dire que quand vous regardez certaines choses, on va toujours vous ramener à ce que vous regardez. Et si vous allez voir du côté de YouTube, c'est pire. C'est-à-dire que là, c'était l'entreprise volontaire de décrédibilisation pour vous garder sur le site de la presse classique. Donc en fait, si vous voulez, les GAFA ont sapé les conditions de possibilité d'une démocratie. Et donc, du coup, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que tout est possible. Parce qu'elles ont n'importe quoi. Parce qu'elles ont la maîtrise de l'espace pour vous. Hein. Vous dites que cette dérégulation du marché, elle se fait aussi par sa globalité. Absolument. Et alors, c'est ça qui est étonnant. On va y revenir, mais dans ce livre, vous interrogez sur la place et le poids du marché sur nos démocraties, sur les menaces qu'elles font peser sur la souveraineté, alors bien sûr économique, mais surtout politique, et vous semblez appeler à une réhabilitation de l'État comme cadre de cette souveraineté à repenser. Pourquoi ? Puisque le marché est global, ne pas plutôt penser, comme ça se fait un peu aujourd'hui aussi, à échelle plus large. Des unions comme l'Union européenne, par exemple, qui ont été aussi pensées pour y faire barrage, ou sur la question écologique. Vous critiquiez à l'instant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques élaborée lors du sommet de Rio au début des années 90. Est-ce que vous êtes exemple, et puis on élargit, mais aussi critique et sceptique face aux COP qui se succèdent, puisqu'on est à la veille de l'ouverture de la COP 25 en Espagne. Cette idée d'une gouvernance mondiale pour le climat. Alors, justement, ce qu'il faut bien dire, c'est que si vous voulez, pour que vous ayez une vraie gouvernance globale, il faut que vous ayez des États en mesure de la mettre en œuvre. Donc, en appeler à la reconstruction des États, ça n'est surtout pas en appeler au déni des changements globaux. Et il faut bien distinguer le global, qui renvoie aux sujets écologiques et environnementaux, du mondial, qui renvoie aux aspects économiques. En fait, la condition de possibilité d'un ordre global, c'est des États qui ont un contrôle sur les flux de matière, d'énergie, sur leur territoire. Si vous n'avez pas ce relais, la gouvernance globale, de toute façon, elle n'existe pas. Donc là, on n'est pas dans la contradiction entre le global et l'étatique. Et puis, quand on parle d'État, évidemment, je n'appelle pas de mes voeux un retour à un État coiffé d'un casque à pointe. Il est clair que c'est un État moderne, participatif, recourant aussi aux instruments de démocratie directe. C'est la part suisse de vous qui est en train de parler. Oui, tout à fait. Mais justement, pour moi, c'est ce type d'État-là. Et c'est effectivement un État confédéral. C'est-à-dire, c'est une conception scalaire des choses, avec des échelles différentes. Mais sans cet échelon-là, en fait, on ne peut pas lutter et contre les injustices, et on ne peut pas lutter non plus contre la montée des flux. Parce que si vous n'avez pas ce maillon de contrôle, c'est totalement impossible. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je pense au livre de Pierre-Noël Giraud sur l'homme inutile, avec ce qu'il appelle les emplois nomades. Les États n'ont plus du tout aucun contrôle. S'ils prennent certaines mesures, ces fameux emplois nomades, du jour au lendemain, peuvent les quitter. Or, ils sont la source essentielle de plus-value. Donc, et évidemment, la situation qui était la nôtre encore dans les années 70 n'était pas du tout celle-là. Alors, attendez, juste des États ou des unions d'États ? Parce que là, par exemple... Oui, j'appelle une approche scalaire, donc ça n'exclut pas l'un et l'autre. Je suis toujours européiste pour ma part. Là, on a l'Europe à travers son Parlement qui vient de déclarer l'urgence climatique et environnementale à la veille donc, de cette COP 25. Alors, c'est certes une résolution qui n'aura pas de valeur contraignante, mais qui donne un indicateur. Ça, c'est une échelle qui vous convient ? Parce que dans l'Union, il y a des États. Oui, on n'a pas de choix pour cette échelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confrontation d'empire vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Russie. Bon, pour certains temps encore, parce que c'est quand même un pays qui connaît une sorte de décrescendo. Mais bon, si vous n'avez pas la même échelle en face, il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels vous êtes impuissant. Donc non, je suis toujours pour une construction européenne, mais évidemment pas une construction européenne qui se donne comme objectif la concurrence parfaite. Ça, c'est totalement incompatible avec les enjeux qui sont les nôtres. Alors, on sait que ce n'est pas encore les multinationales qui font la loi. Quelles sont les nouvelles menaces qui pèsent sur la souveraineté politique pour vous, aujourd'hui, Dominique Bourg ? Eh bien, la première, si vous voulez, des menaces, je viens de vous le dire, c'est-à-dire que le tissu qui permettait les démocraties, qui est d'ailleurs le tissu de l'information, c'est déjà là que pèse la menace. C'est-à-dire, c'est quand même
assez étonnant. Je repense à cette idée de platiste, si vous voulez. C'est une idée qui émerge, enfin qui réémerge dans les années 50. Elle ne va guère au-delà de quelques asiles à Londres. Et puis, avec le web, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Alors, j'ai pas le chiffre des gens qui se réclament de ce genre de choses en France ou aux États-Unis. Ce que je sais, c'est qu'il y a 6 millions de vidéos sur le web qui vantent les mérites du platisme. Et ça n'est jamais qu'un délire parmi d'autres. Je pense qu'en matière de délire, c'est assez riche aujourd'hui dans ce paysage de l'information. Alors vous actez, Dominique Bourg, le retour en force de l'inspiration et de l'idée marxiste depuis la crise de 2008. Marx et Hegel qui avaient raison, on aurait besoin d'État face au marché. Mais de quel État parle-t-on et de quelle souveraineté vous appelez à repenser la notion de souveraineté autour d'une distinction, celle de l'explicite et de l'implicite. Et vous allez à rebours de la thèse développée par le politiste américain James C. Scott, auteur de Homo Domesticus. Je vous propose qu'on l'écoute et on en reparle. Ce que j'étudie, c'est cette période de l'humanité que l'on pourrait appeler le mini-anthropocène. Une période où les hommes se sont regroupés pour la première fois, commençant à domestiquer des animaux, à les rassembler, commençant à faire de l'agriculture intensive comme jamais auparavant. Et tout cela a favorisé l'apparition d'épidémies, a favorisé le début de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'animal, et finalement favorisé la création des premiers États souverains. Pourquoi n'êtes-vous pas tout à fait d'accord avec cette souveraineté dont parle James C. Scott ? Alors attention, pardon, ce qu'il vient de dire là, c'est le fait, si vous voulez, que les conditions de vie des êtres humains, en général, en tout cas 90% de la population, à partir de l'enracinement de la révolution néolithique, donc de l'agriculture et de l'élevage, et ensuite avec l'émergence des États, ce que dit Scott, c'est que cet avènement-là est une espèce de page noire pour l'humanité. Ce que dit d'ailleurs le récit de la Genèse. On sort du paradis terrestre pour entrer dans la vallée des larmes, et en général on interprète cette sortie comme justement l'entrée dans la période historique qu'ouvre le néolithique. Non, là-dessus je suis totalement d'accord avec James Scott. D'ailleurs c'est même pas une question d'être d'accord, c'est les faits. Quand vous regardez, il le rappelle lui-même, quand vous regardez l'état des squelettes des femmes et des hommes du Paléolithique, et puis les squelettes des femmes et des hommes du Néolithique sont rabougris, avec des déformations osseuses. Quand on analyse plus en avant, on s'aperçoit que les maladies, il vient de le rappeler là, sont plus importantes, que l'état de la dentition, tout ça est très différent. Donc c'était en fait une catastrophe. Ce qu'on nous vend comme le fondement du progrès a été une catastrophe. Cela dit, à partir de là, Scott défend, il intègre son interprétation dans l'anarchisme. Alors, je ne suis pas simplement contre ou pour, je complexifie le jeu, ce qui est complètement différent. Ce qu'il oublie, et c'est l'intérêt de ce livre, c'est de distinguer différents concepts de souveraineté, de bien distinguer le concept d'une souveraineté explicite, c'est-à-dire quand on peut désigner par qui passe le pouvoir qu'une société exerce sur elle-même, quand les GAFA décident du type de moteur de recherche qu'ils vont installer, ils contribuent à mettre très fortement en forme la société, et ça ne passe par aucun contrôle. D'accord ? Donc là, on est dans une souveraineté explicite, mais celle que le marché permet à de grands acteurs économiques. Quand c'est démocratique, c'est très différent, mais c'est aussi une forme de souveraineté explicite. Dans les deux cas, on a une souveraineté explicite positive, c'est-à-dire qu'on a des choses qui organisent la capacité qu'ont certains individus à influer sur les autres. D'accord ? On peut aussi parler de souveraineté explicite négative. Et là, je ne vais pas chercher ça, c'est les Grecs. J'aime moi aussi beaucoup Pierre Classe, c'était, quand j'étais adolescent, presque une grande découverte. Et effectivement, la souveraineté explicite négative, c'est les instruments qu'on se donne pour empêcher les abus de pouvoir. Alors chez les Amérindiens, ça allait très loin, puisque c'était empêcher l'avènement d'une chefferie et d'un État. Mais ce que ne veut pas voir Scott, c'est ce que j'appelle moi la souveraineté implicite. Et en fait, aucune société est maîtresse d'elle-même. Il y a une
part d'elle-même qui lui échappe. Alors, effectivement, si le chef amérindien, et on est dans les plaines, on n'est pas dans les montagnes, hein, c'est l'Amazonie, eh bien, effectivement, si ce genre de structure fonctionne, c'est pas parce que vous avez des règles de parenté, vous avez des règles d'échange des biens, des règles d'échange des mots qui sont très strictes et qui font que, en quelque sorte, la société est organisée. Et quand, quelque part, quand vous voyez par exemple la société nazie, ce qu'a été le nazisme, hein, eh bien là aussi vous avez une certaine forme de souveraineté implicite qui a fini par gagner la société et qui a fait accepter par le grand nombre des horreurs. Donc attention, une société ne se maîtrise jamais totalement. Mais en revanche, dans l'époque dans laquelle on est, où on est très conscient des dangers gigantesques vers lesquels on va, ne pas redonner aux sociétés la possibilité d'exercer la forme de maîtrise qu'elles peuvent exercer sur elles-mêmes, c'est une catastrophe totale. Et ça, on va le payer très très cher, et la catastrophe, elle est en cours. Et la globalisation nous interdit de réagir à ça, parce que ça ne peut se pratiquer que sur un territoire qui, encore une fois, maîtrise et contrôle ses flux. Donc, il ne s'agit pas de repenser une souveraineté qui enrégimente le plus grand nombre au bénéfice de quelques-uns, mais au contraire une souveraineté en phase avec les États qui permettrait à chacun de s'exprimer et de reprendre aussi son destin en main. France Culture avec le philosophe Dominique Bourg à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Le marché contre l'humanité ». C'est aux Presses universitaires de France. France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert. Et dans ce livre, Dominique Bourg, vous montrez comment les marchés menacent, selon vous, l'humanité. C'est donc le titre de cet essai, à peine revisité. Le marché globalisé qui tire la consommation vers le haut, avec un commerce qui n'a plus rien à voir avec celui d'autrefois, un flux de matière, d'information, d'énergie, qui aussi fragilise la Terre, le système Terre et notre possibilité d'y habiter. Et là, on pense à votre précédent livre, Une nouvelle terre pour une autre relation au monde. C'est donc à tout cela que vous cherchez à repenser. C'est aussi peut-être le sens, si on repart de l'actualité, de l'appel d'un certain nombre d'associations, d'activistes comme Youth for Climate ou Extinction Rebellion, qui, en contrepoint du Black Friday, aujourd'hui ont lancé l'opération Block Friday, bloquer des commerces pour signifier que cette invitation à la surconsommation n'est assurément pas la solution, avec Amazon, géant parmi les géants, qui est particulièrement visé, et cette surproduction à laquelle inciterait le géant selon les militants. C'est à tout cela aussi qu'il faut aujourd'hui réfléchir. Absolument. Un mouvement comme Extinction Rebellion appelle la tenue d'assemblées citoyennes. Et effectivement, l'État que j'appelle de mes voeux, c'est un État foncièrement démocratique et qui utilise les trois, si vous voulez, modalités par lesquelles un peuple peut influer sur la prise de décision publique. Ce qu'on appelle la démocratie délibérative, la démocratie directe mais commune des modalités, et une démocratie représentative qui serait plus réellement représentative que la nôtre. Mais en fait, si vous voulez, ces trois fonctions, bien, on est dans l'essence, on est dans quelque chose qui est quasi éternel et permanent. On n'a rien trouvé d'autre que ces trois fonctions. Simplement, le problème, c'est qu'il faut les utiliser pleinement, les articuler, et c'est, si vous voulez, le bon fonctionnement d'une démocratie, c'est d'une part un effort permanent. Ça doit toujours être recorrigé. Et évidemment, comme c'était montré par des gens comme Rosan Vallon, par d'autres, Gauchet, etc., une démocratie, bien sûr, ça n'est pas simplement le mécanisme électoral. Pour qu'il fonctionne, on vient de le rappeler, il faut que vous ayez une information digne de ce nom. Il faut que vous ayez le droit de grève. Il faut que l'État respecte les droits fondamentaux, les droits humains. Il faut qu'on ait un État de droit et il faut qu'on respecte scrupuleusement le principe de la souveraineté populaire. C'est quand vous avez les trois ensemble, mais en utilisant tous les instruments dont je viens de parler, qu'on se rapproche d'une forme d'idéal, si vous voulez. Et il faut repenser notre conception du progrès et toutes les attentes que l'on peut placer en lui. Je vous propose à ce sujet d'écouter les mots du député de la France Insoumise, François Ruffin. Une fois qu'on a un premier frigo, est-ce que le bonheur, c'est d'avoir un deuxième frigo, même s'il est connecté à son téléphone portable sur lequel on reçoit la 5G? Parce que c'est la vision du bonheur, moi je suis en commission des affaires économiques, c'est la vision du bonheur, ou en tout cas du progrès, qui nous est vendue. C'est fini. C'est fini. On voit bien aujourd'hui que c'est plus seulement dans le niveau de vie, c'est dans la qualité de vie, dans une autre vie,
qu'il peut y avoir un supplément de bonheur. Et je crois que même le Parti communiste est en rupture avec ça. On va en reparler. C'est pour ça que moi, je fais mien la formule d'Hervé Kempf qui dit « consommer moins, répartir mieux ». C'est quand ou c'est quoi le bonheur, pour reprendre aussi le titre du livre de François Ruffin. On est totalement en phase avec François Ruffin sur ce sujet, sur d'autres d'ailleurs. Mais en fait, oui, on nous a vendu quelque chose, si vous voulez, on nous a vendu l'idée qu'en accumulant des biens matériels, on allait accomplir notre humanité. Et en fait, ça ne marche plus depuis longtemps. Moi, je me souviens de l'exposé d'une des grandes prêtresses en France si vous voulez, des focus group, c'est-à-dire lorsque les marques font appel à des gens comme elle et qui vont réunir un certain nombre de citoyens pour essayer de voir quels produits on peut mettre, etc. Et j'avais trouvé ce qu'elle disait très intéressant. Elle disait la magie de la consommation est morte. On continue à consommer, mais on n'en attend plus. Et les statistiques rejoignent. Regardez aussi les travaux d'un économiste comme Éloi Laurent. Si vous voulez, il n'y a plus du tout de connexion aujourd'hui entre l'accroissement du PIB et l'évolution du sentiment de bien-être. Pour avoir un sentiment de bien-être, il vous faut des conditions matérielles minimales. Mais une fois que vous les avez, enfin disons un optimum, pas un minimal, un minimum, un optimum. Quand vous avez atteint cet optimum, et il est fondamental que chaque être humain puisse l'atteindre, eh bien ce que vous allez rajouter n'augmente pas votre sentiment de bien-être et peut même le détruire. Et donc voilà, il y a une conception simpliste, mais qui est celle du Black Friday, c'est très clair. Plus vous achèterez, plus vous serez aimé. Qui croit encore en ce genre d'ânerie? On sait que c'est faux. Et si, encore une fois, pour acheter quelques babioles, il faut avoir peur de sortir de chez soi parce qu'on va crever, parce que l'accumulation chaleur et humidité va saturer vos capacités de régulation thermique, est-ce que c'est ça que les gens veulent? Donc il est où le bonheur, Dominique Bourg? Alors, le bonheur, c'est... Il est dans la décroissance? Mais tout dépend quelle sorte de décroissance, si vous voulez. On vend. Le bien-être, il est à la fois possible, jamais nécessaire, quand on a atteint cet optimum matériel, et ensuite, quand cet optimum matériel s'accompagne de relations sociales et de relations familiales. Ce qui vous rend heureux, c'est le temps que vous allez passer avec vos enfants, avec vos amis, etc. C'est ça qui vous rend heureux. C'est pas d'avoir un Xème iPhone ou de passer de la 5 à la 6, puis à la 7 et à la 8G. C'est débile comme truc. On sait très bien, on le sait maintenant. C'est quelque chose... Tous les travaux sur le bien-être nous le montrent. Et on s'entête à imaginer qu'on est encore dans les 30 Glorieuses. Et du coup... Comment l'État, c'est pas lui qui va décider de ces choix-là, comment l'État ou comment cette souveraineté repensée peut venir accompagner ce mouvement? Il y a quand même un mot que vous reprenez et qui fait partie de ce début de solution, qui est celui d'empowerment. Aujourd'hui, Dominique Bourg, expliquez-nous. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, si on est du côté de la 5G et de certaines techniques, on n'est plus dans ce qu'a été l'histoire des techniques. L'histoire des techniques, un progrès technique, c'est quelque chose qui donne en général à un groupe humain, et parfois contre les autres, mais un empowerment supplémentaire. Aujourd'hui, on a des techniques, si vous voulez, qui se substituent à des séquences entières de ce que les êtres humains peuvent faire. On n'est plus dans l'empowerment. Ou alors cette fois-ci, d'un très petit nombre. On est dans la substitution. Et c'est pour ça que j'aime à parler de ce film, le film des studios Pixar, Wall-E. On a une espèce, on parlait de Damasio tout à l'heure, mais on a une autre fiction qui nous montre comment, en poussant cette logique à fond, vous pourriez créer une humanité d'abrutis. On nous dit, mais il n'y a pas de problème, tout ce qui est répétitif est substituable par des algorithmes. Mais dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas répétitif? L'épanouissement de l'intelligence et son développement, ça passe par des exercices répétitifs. Et même Einstein lui-même, il n'invente pas tous les jours et à tout moment. C'est très rare. Donc, si effectivement vous pensez que tout ce qui est répétitif peut se voir substituer des algorithmes, vous allez produire une humanité d'abrutis. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut entendre justement par le bien-être, et quelle économie pourrait coïncider avec le bien-être, c'est déjà une économie qui arrête de détruire les conditions de viabilité de cette planète. Ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, c'est une économie qui pourrait vous donner cet optimum, tout en vous laissant le temps
de développer les aspects relationnels. Eh bien, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, quand on analyse les différents États à partir d'une espèce de mixte entre empreinte écologique et puis limite planétaire, eh bien, on se rend compte que vous avez des États aujourd'hui qui sont très en deçà, qui sont à la moitié de ce qu'ils pourraient consommer tout en restant dans une empreinte écologique d'une planète, ça va loin, tout en satisfaisant le besoin, enfin l'accès à l'énergie, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, c'est pas rien, et avec des marges importantes. C'est-à-dire, si on avait une économie qui se réorientait, si vous voulez, vers les biens structuraux, vers les infrastructures, vers des biens plus durables, plus beaux, très souvent quand ils sont sophistiqués, très probablement mutualisés, parce qu'on va avoir moins d'énergie, et de ce fait, donc, on aura moins de matériaux, mais du coup, on pourra plus développer les aspects plus relationnels, plus culturels, plus intellectuels. Alors que là, c'est l'idée des communs aussi. Alors, ça va complètement avec. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle d'habitabilité de la planète, c'est la question des communs. Et les deux communs fondamentaux, c'est la richesse du vivant. Alors, entre nous, c'est assez mal parti. C'est encore l'article de Nature là, du 31 octobre qui vous montre que, en 10 ans, c'est 78% des prises d'arthropodes en moins, avec une diminution de la diversité spécifique d'un tiers. C'est gigantesque. Enfin, si les gens étaient raisonnables, le fait d'entendre ça, ils devraient paniquer. Et vous rajoutez à ça maintenant les types de travaux qui commencent à nous faire comprendre mieux qu'est-ce qu'on risque en fait en termes de changement climatique. Je vous parlais tout à l'heure de dépassement de nos capacités de régulation thermique dans des conditions particulières, mais si je vais jusqu'au scénario maximal, c'est plus de 70% de la population qui pourrait être exposée. Donc voilà, c'est ça qu'on doit reconstruire aujourd'hui, c'est ça qui compte. C'est continuer à vivre dans la justice et la justesse, et effectivement, plutôt développer son bien-être que partir dans une fuite en avant et technologique et consumériste. Et on commence par quoi ? Alors c'est très simple, on commence par interdire le Black Friday. C'est toujours très simple. Hein. Non, ça c'est une blague. Bien, la difficulté, c'est que pour le moment, vous n'avez pas de consensus social là-dessus. Vous n'en avez pas. Mais en même temps, vous avez un mouvement de la population qui est très important. Là, je vous renvoie à un papier que j'ai beaucoup aimé de Philippe Moati, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la consommation. Son dernier papier est paru il y a quelques jours dans Le Monde, où il nous montrait l'évolution des sensibilités dans ce pays. Et en fait, la sensibilité la plus forte, c'était une sensibilité de rapprochement de la nature. Le fait de renouer avec la nature. Que par exemple, les transhumanistes, ça n'était que 15% de la population. La sensibilité plus nature, plus écologiste, plus de la moitié de la population. Et le reste, passez-moi l'expression, les fachos. Mais donc c'est quand même assez intéressant. Vous voyez bien qu'il y a un mouvement de fond de la société qui n'est pas le propre que de ce pays. Voilà, et c'est ce mouvement qui peut, pour moi, c'est très important. Pour vous, aujourd'hui, Dominique Bourg, alimenter cette réflexion et nos imaginaires, ce mouvement de retour à la nature qui peut porter de nouvelles formes démocratiques, unité et solidarité du vivant, parce que vous plaidez dans cet ouvrage aussi pour une démocratie écologique qui mette à profit pleinement les nouvelles formes qui existent aujourd'hui d'expression, de représentation ou surtout de participation. Merci beaucoup à vous, Dominique Bourg. Le marché contre l'humanité, c'est donc le titre de ce nouvel essai qui paraît aux presses universitaires de France. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon, à Sophie-Catherine Gallet et Oriane Delacroix pour la programmation de cette émission, à Laura Dutèche-Pérez, François Bréus et Sophie Marty pour la préparation toute cette semaine de ces Grandes Tables. Merci beaucoup à Henri Leblanc pour sa coordination. À la réalisation aujourd'hui, c'était Clément Nouguier avec Souad Boukorsa. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture.